Bonsoir à tous, c'est Lion Science. Alors dans la continuité de notre objet d'étude sur le tableau périodique des éléments, nous allons donc aborder la règle de Klashkovsky qui donne la configuration électronique d'un élément et voir les différents types de familles qui caractérisent le tableau périodique des éléments. Donc dans un premier temps, nous allons faire un petit rappel sur les nombres quantiques, car c'est ces différents éléments qui illustrent la règle de Klashkovsky. Évidemment, je ne vais pas faire tout un cours là-dessus, je vais juste rappeler des notions fondamentales qui vont nous permettre de comprendre. Alors, petit rappel sur la règle de Klashkovsky, enfin sur les nombres quantiques, excusez-moi. Alors, il existe trois nombres quantiques, vous avez sûrement vu. Petit n, qui est le nombre quantique principal qui est lié à l'énergie et qui peut prendre des valeurs allant de 1 à plus l'infini. Ensuite, on a le nombre quantique noté petit l, qui est le nombre quantique azimutal qui est lié justement à la forme et qui prend des valeurs allant de 0 à n-1. Et enfin, on a le nombre quantique petit m, qui est le nombre quantique magnétique qui prend des valeurs allant de -l à l. Alors pourquoi je rappelle ces différents types de nombres quantiques? Parce que vous avez sûrement vu qu'avec ces nombres quantiques, on peut faire un jeu de nombres quantiques, c'est-à-dire une question qu'on pose dans les examens. Je ne sais pas pourquoi les chimistes s'amusent à faire des jeux, mais bon, fin de la parenthèse. Donc, je vais noter petit n, l, m, évidemment l'orbital. C'est ce que j'essaie d'illustrer. Orbital. Nous allons prendre des valeurs allant de 0. Non, il n'y a pas de 0 justement. Qu'est-ce que je dis? Je commence à devenir con. Donc, 1, 2. Allez, on va s'arrêter à 3 parce que sinon ça va être trop long. Donc, si je prends ces valeurs, du coup, en respectant cette règle, c'est-à-dire ce jeu de nombres quantiques, on va avoir 0, 0. Du coup, un orbital, j'abrège en S, qui est lié à ça. À 2, je vais prendre pour L deux valeurs, c'est-à-dire 0 et 1, parce que 2 moins 1, ça fait 1. Et donc là, je vais avoir 0. Du coup, là, je vais avoir un orbital à 2S. Et là, du coup, je vais avoir, allons, M, on sait qu'il va de -L à L. On va du coup avoir -1. Bien évidemment, ne pas oublier le 0, parce que sinon, c'est faux. Et 1. Du coup, là, on a 3 orbitales. 2S, 2P, pardon. Et ainsi de suite, quand on a compris le principe, on continue. Donc il va prendre des valeurs allant de 0, 1 et 2. On va avoir pareil. 3 orbitales. Qu'est-ce que je dis? J'arrête pas de faire des erreurs, c'est incroyable. Donc évidemment, c'est un orbital 3s. Là on va avoir, pareil que précédemment, et pas oublier le 1. 3 orbitales. 3p. Et là du coup, je vais en avoir 5. -2, -1, le 0, 1 et 2. Donc 5 orbitales 3D. Alors, qu'est-ce qui en découle de ce tableau? C'est le fait de remplir les cases quantiques. On peut maintenant les définir. C'est-à-dire que pour S, on va avoir une case quantique. Pour P, on va avoir 3 cases quantiques. Et pour D, on va en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Désolé, je compte encore comme à la petite école. Faut croire que je suis encore un gamin. Alors, pour remplir ces cases quantiques, il existe 3 règles, parmi lesquelles on retrouve la règle de Klashkovsky. On a aussi le principe de Pauli et la règle de Hund. Alors, que dit Pauli pour faire un petit rappel sur ces règles? Alors, Pauli dit que, en fait, il faut que quand on met les électrons à l'intérieur, il faut qu'il y ait une flèche qui va vers le haut et une autre flèche qui va vers le bas, et pas 2 flèches qui vont vers le haut et 2 flèches qui vont vers le bas. Et là, ça induit un spin de 1,5 pour celle qui va vers le haut et de -1,5 pour celle qui va vers le bas. Et c'est justement avec cette valeur-là, enfin ces deux valeurs, qu'on construit justement ce qu'on appelle le tableau des jeux de nombres quantiques. C'est-à-dire qu'avec ce tableau-là, puis on en dit le spin. Qu'est-ce que j'ai donné là? Ensuite, la règle de Hund, qu'est-ce qu'il dit? Hund, il dit que, en fait, si on complète ce tableau, en fait, il faut tout d'abord mettre les flèches qui vont vers le haut et ensuite mettre les flèches qui vont vers le bas. Pourquoi il dit ça? Donc par exemple, si je veux compléter celle-là, donc là je vais faire en mode je fais une erreur, je ne respecte pas la règle de Hund vu que je suis en gros thug. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Et vous allez voir qu'à la fin, il va me rester une case vide. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Donc, premièrement, j'aurais d'abord mis les flèches qui vont vers le haut. Puis rajouter les flèches qui vont vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà ce que dit la règle de Hund. Et là, on voit bien qu'on a rempli le tableau. Même s'il manque quelques éléments là, mais au moins on a rempli le tableau. C'est la règle de Hund. La règle de Kleshkovsky, c'est celle que nous allons voir. Donc je vais représenter différents types d'orbitales. Donc 1. Alors on va changer un peu de couleur. J'ai l'impression que c'est un peu trop noir et blanc. Donc 1S, 2S, 3S. On va s'arrêter à 4S. Allez, pourquoi pas 5S. Allez, on se fait plaisir. Donc là 1, 2, 3, 4 et 5. Donc qu'est-ce que vous devez retenir sur la règle de Kleshkovsky? C'est que c'est la règle des n plus 1. Donc là on a vu qu'on avait 2P, on a vu qu'on avait 3P et 3D. Hein. Ça reprend exactement le tableau, ce tableau-là. Donc si on continue bien évidemment avec 4, ben on aurait 4P, 4D et 4F, etc. avec 5. Hein, c'est dans la continuité. 4D, qu'est-ce que je fais? C'est pas 4D évidemment, c'est 5. C'est 5D, 5P, 5F. Allez, on va pas continuer, sinon ça va être un peu trop chiant. Alors comme je disais, la règle de Kleshkovsky, c'est la règle des n plus 1. Donc du coup, on va s'amuser. Donc 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. Je crois que vous avez compris le principe. Hein. Donc 5, 6, 7 et 8. Et en gros, justement, comment remplir, enfin donner la configuration électronique d'un élément, c'est-à-dire qu'on va aller toujours dans l'ordre croissant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais partir de là, de 1, je vais à 2. Il faut toujours regarder cet indice-là. Donc de 1, je vais à 2, d'accord. De 2, je vais à 3, d'accord. De 3, je vais à ce 3-là. Donc de 3, je vais aller à 4. Et là, c'est l'erreur à ne pas faire, et c'est justement l'essentiel de cette règle, c'est qu'en fait, il ne faut pas remplir 4D, il faut d'abord remplir 4S4, parce qu'on voit bien que 4 est plus petit que 5. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est remplir 3D5 et continuer comme cela. Au contraire, on remplit d'abord 4S4, puis ensuite on remplit 3D5, et ensuite on remplit 4P5, on continue. Il ne faut pas remplir 4D6, mais il faut remplir d'abord 5S5 et revenir sur 4D6. Et je crois que là, vous avez compris le principe. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? D'abord, on remplit les S, ensuite les P, ensuite les S et ensuite les D de la ligne d'avant. Concrètement, dans votre tête, vous devez l'imaginer comme ça, le remplissage des configurations. Mais, vu que les scientifiques sont un peu chiants, ils ont inventé une convention qui dit que, en fait, on les remplit comme ça, mais de manière comment dire, pour l'écriture, hein, on écrit S, P, D, puis S. Donc voilà. Donc dans votre tête, vous devez le voir comme ça, là, mais pour la rédaction, comme ça. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris la règle de Kleshkovsky. Donc je vais vous présenter un site, je trouve qu'il est particulièrement bien fini. C'est celui-là, qui vous donne toutes les configurations électroniques. Je mettrai le lien dans la description. Et moi, franchement, ça m'a permis vraiment de comprendre et d'apprendre à donner les configurations électroniques de manière plus amusante, car je m'amusais à cacher, à retrouver, et c'était vraiment génial. Donc là, je vais énumérer les règles qui vont vous permettre justement de donner les configurations électroniques. Après, je ne vous demande pas de tout apprendre, hein, mais juste... voyez bien que par exemple pour l'hydrogène, j'ai sa configuration électronique. Si je vais sur l'aluminium, j'ai sa configuration électronique. Bon là on s'en fout, etc. Donc c'est quoi la première règle pour donner la configuration électronique? Première règle, c'est justement regarder le gaz noble qui précède l'élément. Qu'est-ce que ça veut dire? Là je suis sur l'aluminium, je vois que l'aluminium est sur la ligne 3. Et du coup je sais que le gaz noble qui précède l'aluminium, c'est le néon, qui est sur la deuxième ligne. Donc il faut que je regarde la ligne d'avant. En fait, le but, enfin, l'astuce, ce serait d'apprendre tous les éléments de la 18e colonne, donc celle-là, et
bah, ce qui va nous permettre justement de donner la configuration électronique. Donc première étape, je regarde le gaz noble, enfin on va dire que je regarde la ligne de mon élément, je repère à quelle ligne il appartient, et pour ce faire, je vous invite à regarder ma première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que justement ça nous permet de trouver le numéro atomique dans notre tête et de globalement déduire la ligne. Donc première étape, je regarde la ligne de mon élément. Donc ligne, élément. Je commençais à marquer regarde. Un peu chelou. Donc ligne, élément. Donc je vais abréger. Deuxième étape, je regarde du coup le gaz noble qui le précède. Donc par exemple, je reviens sur l'aluminium. On a vu que le gaz noble qui le précédait, c'était le néon. C'est pour ça qu'ils ont commencé à noter Ne pour le néon avant. Donc deuxième ligne, deuxième étape, gaz noble qui précède notre élément. Je rajouterai à apprendre par cœur, en tout cas les 4 premières, ou les 5 comme vous voulez. Troisième étape, justement, en fait la troisième étape est en lien avec la première ligne. Vu que je connais le gaz noble, le gaz qui précède mon élément, donc je vais l'écrire ce gaz. Par exemple, pour l'aluminium Ne. Bon là, il y a un petit lapsus, on a tendance à mettre 10 en termes d'écriture. Bon là, c'est pas marqué. On sait que le néon, il a 10 électrons. Enfin, il a 10 en termes de numéro atomique. Donc c'est mieux de l'écrire avec un 10. Et bon, je pense que c'est un petit lapsus. Et conventionnellement, je ne sais pas si c'est juste. Enfin, j'en sais rien. Mais nous, en tout cas, on avait tendance à mettre un 10. Donc je connais la ligne de l'aluminium. Du coup, je vais mettre les lignes. S et P. Et je remplis. On sait qu'avec la règle de Klashkovsky, c'est d'abord les S puis les P. Donc là, je sais que j'en ai 10. Sachant que l'aluminium, il a 13 en termes de protons. Donc je vais rajouter donc 2 et 1. Donc voilà un peu comment on donne la configuration électronique. Par contre, il faudra faire attention parce qu'il existe des blocs, justement. Les deux premières lignes, les deux premières colonnes, c'est le bloc des S. Ensuite, de la 3 à la 13, on va dire, c'est le bloc des D. Et ensuite, de la 14 à la 18, c'est le bloc des P. Donc, par exemple, si je prends le manganèse, vous n'allez pas me mettre un P à l'intérieur. C'est absolument faux. Évidemment, il existe des exceptions que je vais prendre. Je ne vais pas faire les deux exceptions, sinon la vidéo va être trop longue. Mais je vais prendre par exemple le cuivre. Ça illustre bien le principe. Le cuivre, on voit bien que y a un problème. On voit bien que si on vérifie en termes de notation, enfin de configuration électronique, on voit bien que le rare qui précède le cuivre, c'est l'argon. Donc là, ok, on va dire que c'est juste. Je sais qu'il est dans le bloc D, donc il sera précédé du bloc S toujours, en termes d'écriture. Donc du coup, je vais avoir, dans ma tête, je remplis S et ensuite je remplis D. En termes d'écriture, j'écris D et ensuite j'écris S. Donc on sait que S, son max qu'il peut contenir, c'est 2. C'est le bloc qu'on a vu là. Donc je peux mettre 2 électrons. Et D, on sait qu'il peut en contenir 10. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, je compte comme à la maternelle. Il va en contenir 10. Là, je prends bien le soin de respecter la règle de Hond, pour ne pas me tromper. Et là, la règle de Pauli. Bon, là, je me suis trompé parce que c'est pas comme ça qu'il faut l'écrire. D'abord, ma flèche qui va vers le haut. Et ensuite, ma flèche qui va vers le bas. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit. Donc voilà, et ça qui peut aller jusqu'à 10. Mais là, on voit que D, il est à 10 et 4S, il est à 1. Pourquoi? C'est bizarre. Pour moi, c'est faux. En termes d'apprentissage, pour moi, ça semble faux. Sauf qu'en réalité, c'est juste. Encore une fois, les scientifiques se sont réunis tellement pour nous faire chier, qu'ils se sont dit, quand on représente les cases justement quantiques, on va s'apercevoir que si on suit la méthode traditionnelle, on va avoir comme configuration électronique AR, donc 18, comme je vous ai dit, on a l'habitude de l'écrire comme ça. Du coup, je vais avoir 3D9 et 4S2. Là, on remplit bien, on suit bien notre méthode que j'ai énumérée précédemment. Sauf que quand on représente les cases quantiques, bon là, du coup, je vais en avoir 2. Et là, je vais en avoir 9. C'est-à-dire que j'aurais pas celui-là, je ne vais pas représenter, parce que sinon ça va être galère. En fait, ça donne ça là. Ça donne ça. Et là, il y a un lapsus, il y a un manque.
Donc les scientifiques se sont dit, bah, si on remplissait ça, bah, ça deviendrait plus stable que s'il n'y en a pas. Donc ils ont rajouté un électron là pour que ça soit parfaitement stable. Ils en ont retiré un là. C'est-à-dire que c'est celui-là qui est venu là. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on écrit 3D 10 4S1. Voilà, là c'est beaucoup plus mieux. C'est le même principe que pour le cuivre, hein, que pour le chrome, excusez-moi. Donc le chrome, du coup, il n'y aura pas les... Il n'y aura pas ceux-là, là, les flèches d'en bas. Donc, de manière conventionnelle, on en a 4. De manière conventionnelle, on en a 4. Mais pour combler justement cette lacune, ben, c'est un de celui-là, de 4S2, qui va venir combler celui-là pour faire 3D5. Donc voilà un peu comment on donne la configuration électronique et un peu en quoi résulte la règle de Klashkovsky. Maintenant, en termes de famille, on va parler un peu des familles. Justement, je parlais des blocs. Hein. La première colonne et la deuxième colonne, c'est le bloc des S. De la 3 à la 13, c'est le bloc des D. Et du reste, c'est le bloc des P. Il faut dire qu'en fait, que chaque colonne a des propriétés sur tout le reste. Enfin, un élément d'une colonne a les mêmes propriétés que les autres éléments de cette colonne. Et ça, justement, c'est lié à la configuration de valence. Qu'est-ce que c'est la configuration de valence? Quand on regarde le chrome, ben, sa configuration de valence, c'est ce qui est marqué après le gaz, enfin le gaz noble qui précède cet élément. Là, le gaz noble qui précède l'élément, c'est l'argon. Donc tout le reste, ça sera la configuration de valence. La couche de valence. Enfin, la configuration électronique de la couche de valence. Voilà, c'est mieux dit comme cela. Donc quand on regarde la première ligne, la première colonne, c'est ce qu'on appelle la colonne des alcalins. La colonne des alcalins, je vais essayer d'aller un peu vite. Alcalin. Voilà. Et qu'est-ce que tous ces éléments de cette colonne ont comme particularité? Ils ont comme particularité que, bah, au niveau de leur couche de valence, ils vont avoir une configuration électronique S1. Donc, vous le voyez, par exemple, pour l'hydrogène, c'est S1. Pour lithium, c'est 2S1. Pour le sodium, c'est 3S1, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir en termes d'ions? Ils vont former des ions, par exemple, que vous connaissez, Na+, Na+, qui forme en termes de molécules, hein, NaCl que vous connaissiez pour le sel. Deuxième colonne, c'est la colonne des alcalinoterreux. Ah, mais c'est marqué en plus. Ah, bah c'est cool. Comme je l'ai dit que ce site, il était particulièrement fini et très très bien en termes d'apprentissage. Alcalinoterreux. Je ne savais pas comment on écrivait alcalino. Je pensais qu'il y avait AUX. Bon, d'accord, autant pour moi. Et eux, leur particularité au sein de tous les éléments, c'est qu'ils vont avoir une couche de valence S2. Hein, le beryllium, 2S2, le magnésium, 3S2, le calcium, 4S2. Et eux, ils vont former des ions 2+. C'est comme ça, on retrouve par exemple, qu'on connaît, hein, le magnésium, Mg2+. Voilà. De la 3e à la 13e, c'est ce qu'on appelle les métaux de transition. Il y a une règle justement qui permet, si on vous donne un élément, de dire que c'est un métaux de transition. C'est la règle de Sanderson qui dit que on a N, S, d'accord. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. C'est pas plutôt X, d'accord, XS et YP. Et si X plus Y est supérieur ou égal à N, alors c'est un métaux de transition. Je vais quand même vérifier cette formule pour ne pas vous induire en erreur, mais il me semble que c'est ça. Pour vérifier si un élément est un métaux de transition. Ensuite, la 14e et la 15e, elles n'ont pas de nom particulier, mais bah, justement, elles ont quand même des propriétés. Quand vous regardez la 14e, hein, 2S2, 2P2, SI, 3S2, 3P2, c'est le même principe. On va arriver à la 16e qu'on connaît bien. C'est juste, bah là, il n'y a pas de nom. Ah bah, il ne donne pas pour tout, on dirait. C'est la colonne des chalcogènes. Donc, la 16e colonne, chalcogène. Donc là, je vais marquer 2, 1. Donc, chalcogène.
chalcogène. Et on retrouve l'oxygène qui a une configuration électronique au sein de tous les éléments de S2P4. Hein, par exemple, pour l'oxygène, c'est 2S2 de P4. Hein. Pour le soufre, ça va être du coup 3S2, 3P4, etc. Donc, bien évidemment, il y a N devant pour l'élément. Chalcogène. J'aime bien ne pas terminer mes phrases. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il forme en termes d'ion? On va retrouver l'oxygène 2- que vous connaissez. Hein. Les 2- et les 2+ viennent d'où? Les 2-, par exemple, vient du fait que là, il faut rajouter plus 2 pour que ça fasse 6. Parce qu'on sait que dans la colonne des 3, pour les cases quantiques de P, on peut mettre 6 électrons maximum. Donc pour donner un ion, il faut rajouter 2 électrons pour avoir une couche particulièrement stable. Et pareil, hein, pour les alcalinotéreux, on a vu que pour Mg2+, si je prends Mg, hein, c'est le même principe. Hein, Mg2+, du coup, je vais retirer 2 électrons. Donc on continue avec la 17e colonne, qui est la colonne des halogènes. Colonne des halogènes, qui a une configuration électronique particulière à tous les éléments, enfin similaire à tous les éléments de S2P5. Bien évidemment, on rajoute le N en fonction de la ligne à laquelle appartient l'élément. Donc eux, ils vont donner des ions, excusez-moi, des ions moins, un moins, et on retrouve par exemple le cas du fluor qu'on connaît bien, F-. Et enfin, la colonne la dernière, on pourrait appeler ça la colonne des gaz rares, hein, des gaz rares ou nobles. Ça veut dire la même chose, hein, des gaz nobles, on va mettre, pour être un peu plus rigoureux, qui eux ont une configuration électronique de en fait, eux, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de similitude. Pourquoi? Parce qu'ils sont stables. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas former d'ions. Du coup, ils n'ont pas de, comment dire, quelque chose de spécifique dans leur configuration. Vous allez voir qu'à chaque fois, ça va varier en fonction de la ligne. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que elle permet justement de donner la configuration électronique d'un élément, parce que ce sont les gaz rares qui précèdent l'élément, et qui sont instables, c'est-à-dire qu'ils ne forment pas d'ions. Qui sont stables plutôt, on va dire, pas instables. Donc voilà un peu ce cours sur notre objet d'étude est terminé sur la classification périodique des éléments. Donc je vous remercie.